Tip tip ma dee dee dum, la 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 la. Tip tip ma dee dee dum, la 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 la. Je m'appelle Franck Archemont. Je suis né en Nouvelle-Calédonie, au cœur d'une Océanie riche en symboles, chargée de l'histoire des peuples premiers qui l'ont conquise il y a 3000 ans et des aventures équivoques de la France coloniale. Mon pays fait partie de ce que l'on nommait alors les confettis de l'Empire. Drôle de terme pour de drôles de terres. Celle-ci est particulière. C'est la mienne pour la seule raison que je n'en ai pas d'autre. C'est la mienne, mais elle n'est pas forcément facile à aimer. Bonjour et bienvenue dans Livre Ensemble, qui vient de débuter par ce court extrait du premier roman de Jacques-Olivier Trompa, Au pays des borgnes, notre livre Fil rouge. Océane, quel est le menu de ce premier numéro ? Eh bien, tout de suite, on va aller chez Jacques Benebig à la rencontre de Georges Combeau, directeur de l'Alliance française du Vanuatu et organisateur du Salon du livre Pirogue, là-bas, juste après. Isa Ruala de Lifou nous fera découvrir son univers littéraire et musical. Ne loupez pas aussi votre rubrique « Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?» On ira aussi à la rencontre de Cathy Manet, Joël Paul, Guillaume Berger ou encore la classe théâtre du lycée La Pérouse. Tout de suite, direction la vallée du Tyr chez Jacques Benebig à la rencontre de Georges Combeau. Georges Combeau, bonjour. Bonjour. Pour faire votre portrait, vous êtes arrivé au Vanuatu en 1991 en tant que professeur et vous êtes tombé amoureux du Vanuatu, vous êtes resté et aujourd'hui vous êtes directeur de l'Alliance française. C'est ça, c'est bien ça. Alors, vous avez organisé deux événements culturels vraiment importants. Un pour la fête de la francophonie, francosonique, et surtout le Salon du livre à Port-Vila qui a vu le jour en 2016. Un mot sur ce salon qui s'appelle Pirogue. Voilà, c'est un salon du livre. Bon, c'est un petit format, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Pirogue, parce qu'on souhaitait quelque chose qui permette les échanges, mais qui reste assez maniable. Cette année, ça sera la 4e édition. Je disais, c'est un petit format, donc on invite quelques auteurs, 5 ou 6, qui viennent souvent de Calédonie, de la région aussi pacifique, donc de la Polynésie. Et puis on a du Vanuatu, bien sûr, parce qu'on a des écrivains au Vanuatu. Quand même. Et on invite aussi chaque année un auteur d'ailleurs. Alors ce salon cette année, il est reporté malheureusement. Comment ça se fait ? On a eu des petits soucis d'organisation et notamment de disponibilité de certains auteurs auxquels on tenait. Et on s'est dit que, voilà, vu que c'est une pirogue et qu'une pirogue ça se déplace facilement, voilà, on s'est dit autant le repousser de quelques mois pour avoir tous nos auteurs et bien l'organiser. Et être sûr que la pirogue arrive à bon port. Voilà, donc ça aura lieu la semaine du 16 septembre. Ce sont, oui, les femmes qui sont à l'honneur, c'est le thème du salon cette année. Alors, j'avoue qu'au départ, la programmation c'est un peu faite, elle s'est retrouvée féminine un peu par hasard, mais on s'est dit que finalement ça pouvait être une bonne approche aussi. Et donc effectivement on a une pirogue au féminin. Il y a aussi bien sûr des hommes qui sont invités et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir le slammer Reich, le slammer calédonien. Et pour ce qui est de la littérature, en fait on s'est dit qu'il y avait peut-être une manifestation en fait, à créer pour soutenir les écrivains, leur permettre d'échanger avec des écrivains de la région. Et puis voilà, c'est venu un peu comme ça, et notamment en discutant avec les deux auteurs dont je parlais tout à l'heure, Marcel Metterang et Paul Tavot, qui eux sont régulièrement invités au Silo par exemple, mais aussi sur d'autres salons de la région ou d'ailleurs. Petite originalité de notre salon, c'est qu'on ne réinvite jamais les auteurs. Donc pour le moment, jusqu'à présent, les auteurs ne sont venus qu'une seule fois. Donc arrivera un moment où on aura épuisé le vivier, la ressource, mais l'idée c'est au moins que sur
sur 4-5 ans, d'inviter à chaque fois de nouveaux auteurs. Merci Georges en tout cas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci. Retrouvons tout de suite Isa Huala, auteure calédonienne, invitée aussi pour le salon Pirogue. Elle écrit, mais elle fait aussi de la musique, une nouveauté cette année. Regardez. Souvent, les gens s'enivrent vite et terminent la nuit dehors sous un cocotier. Pour eux, ce n'est pas une mauvaise expérience. Au contraire, ils s'amusent à se le raconter. Comme si ingurgiter une telle quantité d'alcool était un véritable exploit et finir la nuit sous un cocotier un privilège. Tu es là pour me tuer à petit feu. Tire-toi de ma terre, tire-toi de ma mère, tire-toi de mon île, tire-toi de ma vie, tire-toi de ma terre, tire-toi de ma mère. La lecture acoustique, en fait, ça allie la lecture et de l'acoustique. Et je voulais faire ça parce que dans mon roman La tribu des veuves, il y a beaucoup de chants d'artistes de mon île, Djéhou. Et donc, je me suis dit, c'était l'occasion de valoriser mes écrits, mais aussi les écrits des artistes de mon île. Pour la première fois, on l'a fait en tribu. Et la musique, je trouve que ça allie bien la lecture parce que les gens des îles, entre guillemets, ils sont plus captifs quand on parle de musique. La lecture, ils sont pas trop, mais c'est bien de faire passer la lecture par le biais de la musique. L'amour est inconditionnel. Malgré les quelques coups et les disputes, elle est toujours revenue vers lui, justifiant que l'amour fait mal et que c'est normal. Peu importe ce que ses deux sœurs disent, elle l'aime. Attrapons l'amour si l'on n'aime pas. Le centre culturel, c'est le seul endroit où c'est ouvert le dimanche. Et puis ici, on ne va pas trop croiser les gens, donc c'est calme pour pouvoir travailler. J'ai écrit 2 nouvelles, L'enfant de la route et La fille aux étoiles, et un roman, La tribu des veuves. Okay. Là, je m'inspire du quotidien et de la vie en tribu ou de la ville, ou de comment, en tant que Kanak, on perçoit la ville et puis et comment on perçoit le monde qui nous entoure. Donc voilà. Et à travers des regards d'enfants et d'adolescents. J'ai participé récemment au Salon international de Paris, Salon du livre, et au Festival Rochefort Pacifique. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est rencontrer les gens et partager avec eux sur la Nouvelle-Calédonie, sur le monde kanak et sur des choses qu'ils ne connaissent pas au final. Et j'ai beaucoup aimé au Festival Rochefort Pacifique avec l'échange avec les collégiens qui ont lu mon livre et donc c'était intéressant d'avoir leur retour. Les femmes furent les premières à sortir de la case. Aussitôt réunies, elles abordèrent la cause probable de la mort d'Arnaud et évoquèrent le sort de la malheureuse veuve. Elles parlaient interminablement des rumeurs qui couraient et patati et patata. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Au fait, Océane, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Eh bien moi Philippe, je lis Le mystère des crânes de cristal, qui a été écrit par Chris Morton et Cyril-Louise Thomas, des éditions Aventures secrètes, j'aime bien, c'est tout ce qui est ésotérique. C'est 2 journalistes qui vont à la recherche des 14 crânes de cristal et jusqu'à aujourd'hui on n'a toujours pas trouvé l'outil qui a servi à façonner ces crânes. C'est fascinant. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Eh bien moi, je suis en train de me régaler avec Ayam de Maggie O'Farrell. L'auteur raconte en 17 chapitres les 17 fois où elle a frôlé la mort. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chacun de ces 17 chapitres
est structuré autour d'une partie différente du corps. Le cou, le poumon, les intestins. C'est une ambiance assez particulière, macabre et poétique à la fois. Et c'est surtout extrêmement bien traduit en français par Sarah Tardy. Et vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, je lis Complètement cramé de Gilles Le Garnier. Ça parle d'un chef d'entreprise qui quitte tout pour se rendre en France. Et là, il devient majordome, il travaille au sein d'une grande maison et pour le coup, il noue des relations avec plusieurs personnes comme lui, solitaires. Et c'est très rigolo, il se chamaille tout le long et je le recommande vraiment. Alors là, je ne l'ai pas commencé, mais c'est un livre, le titre « La performance humaine, 3 univers de compréhension ». C'est de François Bigrel. À l'époque, c'est un livre que j'ai retrouvé dans mes affaires parce que j'ai fait du tri hier. Et c'est il y a 2-3 ans, le directeur de la jeunesse et sport en Nouvelle-Calédonie m'avait donné ce livre-là à la suite de la visite de l'écrivain. Et du coup, je vais découvrir ça. Mais après, je lis pas mal de livres, entre guillemets, simples, des choses faciles à lire, comme des Harlan Coben, des choses comme ça, où il y a de l'intrigue, ou des enquêtes, ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je lis des livres comme The Economist, qui est vraiment politique et économique, et c'est vraiment ce que je suis vraiment concentré dessus, c'est sûr. Et mon père, malgré qu'il devait être diplomate, il est un grand écrivain, il m'aide à écrire mes chansons, que c'est cancer, que c'est malade, il est extraordinaire. Mais malgré ça, il nous a élevés et dans un pays où la discipline économiquement parlant, la discipline économique est très très importante pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a grandi, lui, il a grandi dans une misère, c'était difficile pour lui et il s'est rendu compte qu'il devait être un entrepreneur très vite. Et il l'a fait exactement pour moi aussi, pour mes frères. Il y a un bouquin que j'ai commencé, c'est d'Agnès Lugan. En fait, c'est un matin, réveil un peu comme ça. Et il raconte un peu sa vie, après avoir vécu aussi longtemps avec son mari et ses enfants. Et puis du coup, elle se rend compte qu'elle pouvait s'épanouir encore plus. La vie est tellement importante qu'elle se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie. Il n'y en a pas deux. En fait, la vie, c'est la vie. Hein. C'est pas seulement la vie, le mot de vie avec un grand V, c'est une vie de tous les jours, quoi. En ce moment, j'ai pas trop le temps de lire, alors du coup, je me recentre sur les bandes dessinées. J'ai lu toute la collection de Tintin et Milou et Blibille. Voilà. Nous voici maintenant au bout du monde, où nous allons retrouver Guillaume Berger qui va nous parler de son nouveau roman Bazooko. Mais avant de retrouver notre invité, je vous propose de découvrir un court extrait de son nouveau roman avec la complicité de la section théâtre du lycée La Pérouse. Il est encore trop tôt, ai-je dit à Pierre. Dans cette île, boire de la bière en public avant 10 h du matin relève de l'indécence morale, une injure pure et simple à l'ordre colonial, comme dirait Pierre. Il ne lui aura d'ailleurs pas échappé que les ivrognes se terrent au fond de la brasserie, alors que la terrasse est déserte et qu'il fait un temps exceptionnel, avec tout juste ce qu'il faut de soleil, de nuages et d'alizés. Un temps de carte postale, ai-je dit à Pierre. Il n'y a pas de meilleur emplacement pour apprécier les vertus de cette île, et c'est pourquoi je viens ici, chaque matin, à cette même table où nous nous trouvons à présent, la plus proche des quais de la marina, et les pieds dans l'eau, pour ainsi dire, mais toujours avant 10 h. Je voudrais juste dire que ça se passe en Amérique du Sud, où j'ai vécu, que ça parle un peu de ce que j'ai vécu, que ça parle un peu de ce que j'aurais voulu vivre. Bazooko, alors Bazooko ça va pas plaire à tout le monde, c'est une drogue dure, voire très dure, qu'on trouve en Amérique du Sud, essentiellement dans les pays producteurs de cocaïne. Et c'est un résidu de cocaïne, un sous-produit de cocaïne, extrêmement puissant et ça fait des ravages terribles en Amérique latine. Et ça m'a un petit peu ravagé aussi en passant. Je pense que les problématiques qu'on retrouve dans Bazooko, donc celles d'Équateur, sont à peu près les mêmes qu'en Calédonie, c'est assez universel. C'est la recherche de qui on est, les problèmes après sociaux, les problèmes de drogue, les problèmes d'alcool, les problèmes de violence. On les retrouve un peu partout. J'ai pas forcément cherché à faire un parallèle
entre la Calédonie et Quito et l'Équateur de manière, on va dire, volontaire. Si ça s'est fait, c'est vrai que c'est parce que finalement, peut-être que j'ai vu juste. L'alcool, voilà le véritable ciment identitaire de l'humanité, ai-je dit à Pierre. Un peuple se retrouve dans ce qu'il boit, à l'exception des peuples abstinents qui vivent dans l'auto-extermination permanente. Les Noirs dans le Cuba Libre, les Maras dans l'Aguardiente, l'Inca dans la chicha, les insulaires dans cette lavasse insipide qu'ils nomment fièrement leur bière locale. D'ailleurs, si Pierre buvait un peu plus vite, il comprendrait mieux l'âme insulaire. Je me suis fait violence, comme je pense la plupart des écrivains, pour essayer de retrouver l'état d'esprit qu'avaient ces gens avec qui j'étais, l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Donc là, d'où l'intérêt des carnets. J'ai reconsulté mes carnets dans lesquels je notais tout. Sans ça, je n'aurais pas pu écrire ce roman. Et ça m'a permis finalement de retrouver une idée, mais il s'exprime de manière bien plus vulgaire que ce que j'ai mis dans ce roman. On va plus loin dans la réalité. C'est loin d'être un roman machiste. J'ai voulu surfer un peu dessus en faisant un tout petit peu de la provocation, effectivement, sur l'idée que l'homme se sert des femmes. Mais là, je pense qu'après, en lisant le roman, on se rend compte rapidement que finalement, les femmes sont bien plus fortes que l'auteur. Assagis, sûrement pas, non. J'ai simplement pris acte de la difficulté de pas mal de lecteurs à lire mes précédents romans, de l'échec éditorial total, même si j'ai jamais forcément pensé, comme la plupart des écrivains autoproclamés maudits, à produire quelque chose qui se vende par milliers d'exemplaires. Il y a un petit moment seulement, on se dit en écrivant pourquoi j'écris. Et qu'effectivement, si personne ne peut te lire, il n'y a pas grand intérêt à écrire. Un exilé, je me suis prétendu exilé, effectivement, pendant longtemps, c'était pratique. C'est des grands mots comme ça qui font bien. Même si effectivement, intérieurement, je ne me sentais pas capable de vivre dans ce pays. Il y avait non pas parce qu'il y avait un problème réellement politique, mais parce que c'était quelque chose de trop dense pour moi. Aujourd'hui, naguère, je disais que c'était beaucoup trop vide. Et en fait, non, c'est l'inverse, c'était trop dense. J'avais besoin justement de faire le vide et de partir. Le présent, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans l'existence, je crois, le présent. Parce que finalement, et encore plus pour un écrivain. L'écrivain, finalement, il se résume à quoi? C'est une vaste nostalgie, l'écriture. On essaye de renouer avec ce qu'on a été, avec ce qu'on voudrait être. C'est quelque chose d'éminemment mélancolique. L'avenir existe peu, sinon dans ce qui va suivre ma journée d'écriture. L'écrivain vit essentiellement dans le passé, donc son présent, c'est du passé remanié. C'est l'amour de la littérature d'abord qui fait l'écrivain. Donc j'ai un peu avalé tout ce qui passait. Voilà, les Russes se sont imposés comme réellement les auteurs les plus prenants et les plus parlants pour moi, ceux auxquels je me suis identifié. Donc là, oui, Dostoïevski, Tourgueniev, Tolstoï, Gorky, voilà, bon, il y en a beaucoup. Bonjour Cathy. Bonjour Océane. Comment tu vas? Ça va bien. Alors on vient t'embêter parce qu'on aimerait découvrir les nouveautés que tu as à nous présenter. Oui, bien sûr. On va commencer par un petit peu de littérature avec le dernier roman de Catherine Laurent qui s'intitule Rouge comme la haine, paru aux éditions Humanis. Donc, Catherine Laurent est également l'auteur de ce livre qui est le prix Popeye 2018 sur les Calédoniens, un livre remarquable à découvrir absolument. De Frédéric Viol, je voulais absolument vous montrer ça, c'est mon coup de cœur absolu. C'est un album jeunesse, donc pour les enfants, mais que je recommande aussi aux adultes, parce que c'est drôle, c'est plein de fraîcheur, c'est superbement illustré, on en sort vraiment de bonne humeur. Je voulais aussi faire un petit coup de cœur, une petite mise en avant sur la réédition de ces ouvrages par l'association Jean Mariotti, la trilogie de Poindy. Pour moi, c'est une œuvre magistrale. Jean Mariotti a travaillé pendant 18 ans
à des périodes différentes pour écrire ses livres. Il s'est inspiré des récits que lui racontait sa nounou Kanak, une plongée dans la forêt mystérieuse des vallées. Les animaux, les pierres ont une âme. On retrouve les lieux tabous, les génies, les sorciers, enfin tout. Et maintenant, suivez-moi, nous allons parler du livre Fil rouge. Alors le fil rouge choisi, c'est le roman de Jacques-Olivier Trompas, Au pays des borgnes. C'est un roman qui se passe qui raconte une sorte de saga familiale qui commence pendant les événements, puisque le héros va perdre 2 de ses frères, donc il va nous raconter cette histoire. Le rapport aussi avec les Kanaks pendant cette période délicate. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est écrit comme une saga familiale, donc qui prend racine avec son père et qui continue sur plusieurs générations. C'est-à-dire que l'auteur fait une projection en 2050 avec sa fille, qui continue l'histoire, et donc on découvre ce que serait la Nouvelle-Calédonie en 2050. Toujours un sentiment de culpabilité, ou plutôt un complexe, une honte. Mais il y a autre chose aussi, une chose qui ne s'évoque pas non plus. Une chose qui est là tout le temps, derrière les mots, les gestes, les intonations, les postures corporelles. Cette chose, c'est la violence, la dureté des caractères. Voilà notre héritage. Merci Cathy pour toutes ces nouveautés. J'étais en train de lire le dernier livre de Joël Paul sur l'indépendance du Vietnam. Oui, oui. Intéressant. Un très beau roman, très bien documenté, bien écrit. Voilà, et il faut le lire pour comprendre ce que ça veut dire, les moustaches du tigre. Joël Paul, tu le connais ? Oh oui, c'est un fidèle de la librairie, il vient à toutes les causeries. En fait, il a une activité de blogueur et donc il fait beaucoup de promotion pour le livre calédonien. Écrivain, blogueur, c'est vrai que c'est un personnage atypique qu'il faut absolument rencontrer. Regardez ce reportage. Avec mon blog Écrivain du Caillou, je partage les informations littéraires et les nouvelles parutions sans distinction. Mais je ne suis pas un critique. Je fais des reportages de terrain comme un journaliste indépendant et bénévole. J'ai de plus en plus conscience d'avoir un rôle de miroir de la littérature du pays. Je ne manque pas de matière pour rédiger mes billets. Pas dans tous les domaines, bien sûr. Trop de parutions sont marginalisées. Je me force avec mon blog d'en faire la promotion, pourtant en respectant la devise du pays, terre de partage. Mon activité de blogueur me permet d'avoir une vision d'ensemble de la littérature. Et on constate toujours que les écrivains kanaks sont toujours minoritaires. Et ce n'est pas à cause de l'oralité, c'est dans la timidité, je pense. Il nous manque des auteurs capables d'écrire. Quand le cannibale ricane, voilà un roman. Le roman de Paul Tavo. C'est un Mélanésien, mais du Vanuatu. La pertinence, le parler vrai, je pense qu'il faut mieux financer les associations plutôt que d'entretenir des organismes publics qui manquent d'efficacité. J'ai entendu aux assises de la culture beaucoup de choses, mais peu de gens osent dire qu'il y a trop de structures. En tout cas, on dit qu'un peuple sans écriture n'a pas d'histoire. C'est faux. Comme nous, on a l'écriture, notre histoire ne sera pas perdue. Et comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Pour cette fin d'émission, nous sommes au lycée La Pérouse pour votre rubrique Slam plébien, où on va retrouver Shannon, élève au collège de Boulary. Elle vous réserve un slam original. La vie, Shannon, c'est à toi. À 14 ans, je n'ai pas vraiment de mésaventures à raconter, mais je laisse couler les mots pour tous ceux qui en ont besoin, pour tous ceux qui n'ont plus la force de lever le poing. On a tous des souvenirs qui nous hantent, des choses qui nous cassent. Dans la vie, il faut apprendre à nager si tu ne veux pas boire la tasse. Moi, j'ai délaissé des personnes qui m'étaient chères, dans une relation qui m'a brisée, dans laquelle j'ai souffert. Au final, cette situation m'a permis de renforcer des liens perdus, certains inattendus, dont je n'en soupçonnais même pas les vertus. La lumière nous aide à y voir plus clair. C'est seulement dans les moments les plus sombres que les vrais amis nous éclairent. Je suis encore là, la tête haute, je n'ai pas abandonné. Si le malheur croit qu'il peut me toucher, il m'a sous-estimé. Aujourd'hui, je m'enivre de chaque instant de bonheur. Pas le temps de m'attarder sur le passé, plus de place pour la douleur. La vie est sinueuse, ses routes se mêlent et s'amassent. Dans la vie, il te faut cravacher si tu ne veux pas finir dans une impasse.
Telle une ligne directrice, je la saisis à mon rythme. J'en profite et j'ai raison. J'écris la suite de mon histoire. Je peins mes horizons. Malgré ces réflexions, le doute m'assaille encore. Concernant mon travail, mes projets, ma vie, ai-je raison ou bien tort? Et puis je m'en fous. Moi, je suis détendue. Ceux qui m'entourent ont réussi à me rendre ce doux sourire que j'avais perdu. Faire attention à ne pas tout laisser tomber, faire le chemin en solitaire. Je sais qu'on apprécie que ceux qu'on aime suivent une route plus ou moins similaire. Je parle par expérience, en toute âme et conscience. Désormais, ils pourront toujours compter sur moi, quel qu'en soit le prix, car c'est ainsi que j'ai décidé de construire ma vie. Il est important de savoir donner pour espérer recevoir en retour. Si tu vas mieux que ton voisin, même si tu ne l'aimes trop, tends-lui la main. À son tour, un jour, quand toi ou un autre vous en aurez besoin, cette personne que tu auras aidée vous apportera son soutien. Je sais que dans longtemps, il faudra laisser place, donner la vie à un autre souffle, une autre grâce. Pour l'heure, le reste de notre vie nous appartient. Poursuivez vos rêves et dessinez sur cette feuille blanche votre destin. La possibilité de vous construire à travers vos actes, vos envies, vos désirs vous donne le pouvoir de choisir la personne que vous décidez d'être ou de devenir. Ce temps de réflexion m'a permis de me projeter. Finalement, je crois pouvoir dire, avec un peu de chance, je vivrai sans regret. Livre ensemble, c'est déjà fini. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez dès maintenant retrouver l'ensemble des informations pratiques concernant les ouvrages que nous avons évoqués dans l'émission sur notre page Facebook ou sur le site internet de Calédonia. Océane, à qui as-tu envie d'offrir notre livre Fil rouge ? Eh bien Philippe, j'ai envie de l'offrir à Shannon. Son texte nous a beaucoup touchés. Shannon a slamé au lycée La Pérouse. Tu as gagné le livre Fil rouge au Pays des Bords. N'hésite pas à passer à Calédo Livre pour récupérer ton cadeau. Anissa, rejoins-nous. Top générique. T'as beau parler d'égalité, t'as